tuyau qui a un diamètre comme ça, de 200 à peu près, comme un busage un tubage de cheminée qu'on a chez nous. Hein. Vous avez une cheminée comme ça qui sort à côté de la maison avec un chapeau qui tourne. Donc on va voir les gens, on va leur dire mais qu'est-ce que c'est? C'est la ventilation de la maison. Ok, c'est obligatoire. Et pourquoi? Parce qu'on a des remontées gazeuses et si on n'a pas la ventilation de la cave, ça monte dans la maison, la concentration devient élevée et ça pose des problèmes. Non mais c'est quelque chose de véridique. Hein. Vous prenez ça dans les dents, mais on se dit mais il y a un problème géologique, c'est lié à l'endroit. Enfin voilà, il peut y avoir aussi d'autres explications que forcément le lien de cause à effet avec la technique. Hein. Et donc les gens, on leur dit mais qui a installé ça? C'est le pétrolier. D'accord. Et donc vous avez obligation d'avoir la ventilation, ouais, c'est comme ça. Et donc on a vu une famille avec deux enfants qui habitent à côté d'une rivière, donc la rivière qui bulle. Donc moi je vous dis, on a filmé ça, on a attendu pour être sûr, parce qu'effectivement vous avez le biogaz, les choses naturelles qui se font avec comment ça s'appelle, décomposition, voilà. Et puis vous avez le bullage Perrier dans la rivière, quoi. Donc c'est quand même différent. Et ces personnes me disaient, ben voilà, nous on est ici, on a nos enfants, notre fille a été malade. Et parce qu'on lui disait qu'au départ, avant de prendre la douche, pour être sûr, il fallait tout ouvrir à fond pour vider tout le gaz qu'il y avait dans les tuyaux d'alimentation d'eau. Donc la gamine était dans la salle de bain en attendant sa douche, puis elle prenait du méthane, en veux-tu en voilà, donc malade à cause de ça. Et les parents disent, on travaille tous les deux, ok, bon, mon mari il avait un complément d'activité un peu touristique dans le coin, c'est fini, et on ne peut pas vendre la maison, quoi. Donc on est obligé de rester là. Allez, donc les gens ils sont résignés au bout d'un moment, puis qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent en fait? Il n'y a pas de rassemblement Ah non, parce qu'il y en a, mais alors aux États-Unis, il faut considérer quand même que si vous portez atteinte à l'industrie du gaz de schiste, vous portez atteinte à la politique énergétique du pays. Donc vous êtes un terroriste. Non mais c'est sérieux. Hein, ils en ont pas assez à convaincre. Il y a des gens parce que nous on est allé avec un groupe québécois, il y a des gens du groupe québécois qui faisaient des visites comme ça, qui ne peuvent pas venir parce qu'ils sont étiquetés terroristes. Quoi. Ah non mais c'est pas une blague. Je ne sais pas. Nous on a eu les films, donc il y a Gazland, c'est le premier, Promised Land, il y en a un qui vient de sortir, et puis il y a eu Truland, ça c'est le film de propagande des pétroliers où nous on nous a donné en DVD en allant visiter les plateformes. Donc c'est la mère de famille américaine qui fait le tour des États-Unis pour prouver que le gaz de schiste c'est propre et que tout ce qu'on dit c'est des bêtises, quoi. Et donc c'est le démontage de Gazland. Et donc c'est le film promotionnel qui nous donne quand on fait les visites des plateformes. Mais clairement, dans ce contexte-là, vous ne pouvez pas imaginer le soulèvement populaire, quoi. C'est impossible. Ouais, vraiment. Bon, au Québec, c'est pas pareil. Hein. Au Québec, c'est comme chez nous. Et on a eu la chance de rencontrer Martine Ouellette, qui est passée maintenant ministre de l'Énergie et de l'Industrie au Québec, et qui a tout arrêté. Là. Elle a fait un moratoire complet sur le sujet, bon, jusqu'aux prochaines élections, hein, n'est-ce pas? Mais elle n'a peut-être pas le droit de rentrer aux États-Unis comme terroriste, elle. Je sais pas, c'est possible. Hein. Mais là, les personnes qui n'ont plus le droit d'aller aux États-Unis, c'est des gens qui sont fait, en gros, choper, prendre des photos et tout sur des plateformes. Quoi. Bah vous-même? Non, nous on est arrivé là-bas comme touristes, on a présenté des passeports français en disant qu'on venait faire du tourisme, qu'on allait à une conférence organisée à tel endroit, ce qui était la vérité, et puis après on fait le tour en bus, mais moi j'ai passé 2 jours avec une équipe de réalisateurs québécois, on a été faire des images à droite et à gauche, mais clairement si vous vous faites attraper, faut pas déjà rentrer sur les plateformes, parce que déjà là c'est pire que tout. Mais si vous faites attraper à filmer des plateformes et autres, vous pouvez vous faire ficher, quoi. Et à partir de ce moment-là, c'est compliqué. Vraiment, c'est incroyable, quoi. Et il y a plusieurs fois où effectivement vous êtes suivi, où vous voyez que ça pose problème, quoi. Mais en France, là, tant que nous, le chômage qui n'arrête pas d'augmenter, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une pression de chômeurs sur le gouvernement pour, compte tenu qu'aux États-Unis, ils prévoient d'embaucher énormément de gens, ouais,
dans 10, 20 ans et tout ça. Je sais plus, il y a plusieurs millions, je crois, qui vont embaucher. Alors ça c'est... Donc ça pourrait dire, en France, il pourrait y en avoir qui disent, ben voilà, nous on n'a pas de travail, le gaz de schiste, Exactement. Alors ça c'est l'argument, c'est le contre-argument. L'emploi. Donc il est annoncé qu'il y a eu 600 000 emplois de créés aux États-Unis dans la branche du gaz et l'huile de schiste suite à ces exploitations. Je crois qu'ils en prévoient des plusieurs millions. Oui, mais ça c'est alors ça. Je vais vous expliquer comment le chiffre a été créé. Ouais, mais c'est ça. Alors en fait, c'est pas vrai, cette histoire de 600 000 emplois. Le principe, c'est une extrapolation. On prend un endroit comme le Dakota, qui est au départ un désert. On arrive pour faire une activité pétrolière dans un désert. Qu'est-ce qu'il va vous falloir autour? Il vous faut les équipes des foreurs. Ça, c'est une chose. C'est les X emplois. Il va vous falloir de quoi les nourrir. Donc vous allez créer une économie locale et vous amener des restaurants pour nourrir ces gens. Vous amenez des hôtels ou les camping-cars et autres, donc vous allez leur amener un supermarché. Vous allez créer toute une ville dans un désert autour d'une activité qui va durer 5 ans, imaginons. Au bout de 5 ans, vous démontez tout le monde. Donc en fait, eux, ils ont fait l'extrapolation en prenant au départ les chiffres du Dakota. Donc effectivement, 600 000 emplois. Si maintenant on fait la même chose chez nous, vous arrivez en Ile-de-France, vous faites 100 puits. Pour l'équipe de forage qui fait les puits, il va vous falloir du personnel technique qualifié. Il ne va pas vous falloir le type qui a Pôle emploi dans la région. Donc ça, clairement. Ensuite, ils ne vont pas faire 50 puits en même temps. Donc c'est forcément une équipe nomade qui va bouger partout. Donc vous voyez bien que les chiffres, déjà, c'est plus les mêmes, et l'économie locale, elle existe, donc on ne va pas la créer. Au pire, on va augmenter les chiffres d'affaires des entreprises locales spontanément, temporairement, et ça s'arrête là. Donc ça, c'est pareil, c'est le contre-argumentaire américain aujourd'hui. L'industrie du gaz de schiste crée de l'emploi. Ah, moi je veux bien, mais il faut nous le montrer ça. Pardonnez-moi, mais elle crée, les États-Unis disent aussi qu'elle crée de l'emploi pour les industries autres qui ont cette énergie comme matière première. Pendant 20, pas jusqu'en 2020, ce qui est très très court. Ouais. Mais on voit des usines qui ouvrent de nouveau, etc. parce que le pétrole est pas cher. Enfin, pas cher, il est quand même très cher, mais, Bien sûr. Mais il est moins cher. Donc ce qui se passe, c'est qu'on fait retour en arrière sur toutes les politiques de transition, sur les reconversions industrielles, sur une matière première qui, voilà, dans 7-8 ans maximum, n'existe plus. Non, mais donc c'est très très ouais, c'est ça. Mais après, on peut imaginer que les gens dont la matière première, c'est l'énergie, ont déjà la reconversion. Simplement, là, si on va jusqu'au bout de l'essorage de la matière première, on va tenir 7 ans. Ok, on tient 7 ans. Ça ne les dérange pas, parce que le modèle économique existe. Derrière, il faudra passer à autre chose. Moi mon idée, c'est de me dire que c'est les mêmes personnes qui nous passeront à autre chose. C'est eux qui ont l'argent, donc c'est réglé. Si demain on vous dit on va tous tourner à l'huile de colza, ça tournera à l'huile de colza. On a le sentiment quand même que l'hégémonie est là. Quoi. Alors, on a surtout le sentiment que l'hégémonie est là, mais qu'il n'y a pas de qui n'investissent nullement, ou alors c'est très très caché dans les énergies alternatives. Oui, c'est clair. Ils investissent. Non. Dans les énergies. Ah, donc il y aura un blanc alors. Non, mais les techniques d'énergie alternative, elles existent. C'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez de l'éolien, vous prenez du solaire, vous prenez des choses comme ça, vous prenez de l'hydroélectrique, ça existe. Seulement, non, mais ce qu'il faut, c'est que la technique, elle est là. Ce qu'il vous faut, c'est le modèle industriel pour le répandre. Donc, ouais. C'est un problème de rentabilité de base aussi. Non, c'est vraiment un modèle économique, puisque là, il y a une rentabilité très faible, sur un temps très court. Donc là, c'est vraiment le poids d'un modèle économique, enfin, on juge comme on veut, mais enfin, qui est à court-termiste et très coûteux. Voilà, ça c'est tout ce qu'on peut dire, on ne peut pas dire le contraire. Ensuite, pour les énergies alternatives, c'est évident quand même qu'il faudra un peu se bouger en ce qui concerne la recherche et le développement. Parce que voilà, aussi, c'est évident qu'il faut investir. C'est pas uniquement une question de mettre aujourd'hui en route des éoliennes partout, c'est pas que ça. Il faut aussi améliorer la recherche et le développement sur ce type de sujet. Ça ne suffira pas. Bah ça, moi j'imagine que c'est les mêmes qui mettront l'argent là-dedans, quoi. Ou qui vont l'acheter peut-être, j'en sais rien. Non mais plus sérieusement, la fameuse commission mise en place dont vous avez parlé, voilà, pour encadrer la fracturation au titre de recherche scientifique, expérimentale,
vous avez un moyen de... Enfin, il faut veiller, vous avez une veille là-dessus, parce qu'on a l'impression que ça va sortir un jour du chapeau. Non, on a une veille là-dessus. Personne ne sera... Enfin, les politiques vont peut-être... Non, il y a une veille là-dessus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Delphine Bateau a dit, elle, au départ, je ne veux pas faire la commission. Bon, maintenant, d'un point de vue légal, on a un texte qui est passé, un décret d'application, c'est validé par le Parlement et par le Sénat. On peut dire, je ne vais pas faire la commission, mais voilà, le décret d'application, il existe. Donc, c'est qu'une question de temps, en fait. Il va falloir créer cette fameuse commission. Cette commission, la composition, elle existe, et dedans, il va y avoir des représentants des associations. Enfin, il y a différents corps qui vont construire, si vous voulez, qui vont constituer cette commission. Donc, quand ça va se mettre en place, ça passera pas sous le nez de tout le monde, quoi. Et par contre, il y a un problème de représentativité, on va dire, de la société civile, où par exemple pour les associations, vous devez avoir un certain nombre d'adhérents depuis un certain nombre d'années pour être représentatif, donc vous avez déjà une taille... ouais, voilà. Est-ce que cette commission aura des pouvoirs réels de sanction ou de... Écoutez, aujourd'hui, on n'en sait pas plus, puisque la suite, c'est qu'on ne sait même pas comment vont être autorisées les zones expérimentales, on n'en sait rien. Donc c'est difficile. Excusez-moi, oui. Vous avez longtemps que vous attendez. Oui. Il y avait deux interventions. Je voulais rappeler que le Canada détruit ses territoires, ne signe aucun accord sur l'environnement. Donc le problème, c'est les schistes bitumineux notamment qui sont concernés. Donc le Canada n'est pas un exemple parce que vous nous dites que l'exploration sur le gaz est plus ou moins abandonnée, enfin au Québec, mais le reste du Canada est quand même très... Oui, le reste du Canada, puisque la personne qui aujourd'hui est dans l'environnement au Québec, c'est grand au Canada. Fait partie, oui, là c'est vraiment une petite zone. Hein. Ce qui est concerné, c'est les rives du Saint-Laurent en fait. Hein. La personne est du parti indépendantiste québécois, donc vous imaginez, qui est aujourd'hui élu minoritaire et qui donc va devoir redéclencher des élections sous 2 ans. Donc c'est à court terme. Simplement, moi je mets en parallèle cette personne, donc Martine Ouellette avec notre Nicole Bricq chez nous, ils ont fait exactement la même chose. Il y en a une qui a réussi à le faire, on ne sait pas pour combien de temps, hein, au Québec. Au Québec, je suis bien d'accord avec vous. Et de l'autre côté, chez nous, elle a fait 15 jours au ministère, quoi. Ça a été vite réglé. Hein. Et vous avez l'explication, on en pense qu'on en veut. Maintenant, vous avez des reportages qui sont passés sur des chaînes publiques avec des responsables pétroliers qui rigolent, qui disent on a su passer les coups de fil où il fallait, ils n'ont pas mis longtemps à comprendre. Excusez-moi, mais si on passe ça sur les chaînes publiques, on a caché. Et puis j'avais une conclusion peut-être très pessimiste. Est-ce que finalement l'utilisation de toutes ces énergies fossiles finalement n'entraîne qu'un désastre pour l'environnement? Parce que tous les exemples d'énergie fossile, on a parlé du charbon tout à l'heure. Il faut voir ce que c'est qu'une mine de charbon. En général, c'est l'ouvert en Allemagne, je connais l'Allemagne. C'est quand même pas brillant pour le territoire. C'est très polluant dans l'industrie, enfin pour l'énergie électrique, thermique électrique. C'est très polluant. Le Chili, c'est du lignite, c'est un très mauvais charbon, très polluant. Enfin, il n'y a pas d'exemple de recherche, enfin, d'utilisation d'énergie fossile qui soit très positive. Moi, j'ajoute dans les énergies fossiles, évidemment, c'est peut-être un peu une image, l'énergie nucléaire. C'est une énergie fossile de plusieurs milliards d'années, finalement, concentrée sur le même modèle globe terrestre. Et après, je vous dirais, le sujet le plus préoccupant de ce sujet-là, c'est le risque sanitaire. Clairement, hein, c'est les conséquences qu'on aura sur notre santé, quoi. Ouais, le vecteur principal c'est l'eau, mais le vrai problème c'est ça, et c'est des choses qu'on va découvrir plus tard. Je crois qu'il y a des études qui continuent à être faites sur nos vieilles mines, notre vieille industrie de la houille, dans le nord, dans l'est, etc. Je crois que les conséquences ne sont pas formidables quand même. Non. On les transforme en très jolies zones engazonnées, on fait du ski l'hiver, et je crois que c'est quand même pas génial l'environnement. Non, ça, ce sujet est éminemment sensible, et je pense que voilà, aujourd'hui on va repartir en conclusion dans une zone, on est en 2013, en 2014, on rattaque un cycle d'élections, vous allez vous revoir le sujet qui va ressortir de la pile, parce que cycliquement, élection, le sujet il est là, tout le monde en parle, tout le monde est contre, élection passée, personne n'en parle. Après élection, tout le monde en parle, tout le monde est contre. Ce qui là va être marrant, c'est qu'on a inversé les partis, on a inversé les philosophies, et l'exécutif devient l'opposant. Donc on va voir si les discours sont les mêmes, mais bon.
les conclusions, c'est qu'aujourd'hui, chez nous, on a quand même la chance d'avoir ralenti le phénomène par un mouvement citoyen, et moi, ça me laisse quand même de l'espoir en me disant qu'aujourd'hui, si la personne lambda prend connaissance d'un problème, s'en empare et se rend compte des conséquences et sait le manifester, je pense que là, les pouvoirs publics sont obligés d'écouter les citoyens. Comme quoi, ça marche encore. Voilà. Je pense qu'on va en finir, on va en rester là sur l'intervention citoyenne parce que c'est vraiment l'action d'avenir. Merci Fabien Vallée. On a dépassé, donc vous avez loupé le fameux bon reportage sur Voilà. Bonne soirée, merci. Merci. Je rappelle aux personnes qui sont arrivées un petit peu plus tard que le prochain cycle, il y a un petit changement de date, ce sera le 5 février le premier cours et non pas le 12. Voilà. Merci, je vous rappelle que la sortie est au fond de la salle et qu'il y a des livres à votre disposition et que ma collègue Françoise peut les mettre sur votre carte. Ah mais c'est ouvert à tout le monde, hein. Vous êtes oui, j'ai le programme. Tenez. Alors le 19, je ne pas ça, on peut mettre jeudi soir, mais t'as des trucs, le vendredi t'as des choses. Et il y a des cas. Et le mardi, tu n'as pas de trou toi alors. Le 19, le 25, tu bosses. Non, le 12, je bosse pas. Toi, t'as bossé au lycée. Le retour de ces minutes, par exemple, on se fait un petit secteur du couteau. je ne peux pas le rater. Ah non, mais elle a
C'est ça? Et on voyait et notamment dans le temps on avait de nouveau trouvé du pétrole dans le territoire. C'était ridicule. Ils ont fait il y avait de l'argent. Ils sont pas arrivés. Ils avaient un comité qui faisait assez de guerre. Ça prouve que quand on se bouge. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand même. Ah oui, on en a vachement parlé. C'est comme un fou. C'est la raison d'exister dans le sujet. Mais discret, parce qu'il y a des exploitations pétrolières sur le cinéma. Toujours cool. Que faire? Les revues populaires, moi, par exemple, le Nouvel Offre, dithyrambique sur l'indépendance des J'arrive pas. Parce qu'en 2020. Ah non, mais c'est pas. Moi, il précisait, c'était dans un article. Non, dans le Nouvel Offre, c'est très compétent. On a par exemple eu. C'est uniquement pour faire. Bon, bah maintenant je le sais. Je ne ferai plus de lumière. Ça va, Teresa? Après, il faudra gérer la position. Elle est partie, François? Oui. Chez tous les parlementaires et chez tous les sénateurs. Pas mal. Pas mal. Il y a 2-3 mois. C'est passé. C'est pas con, ça. En fait, c'est pas tout l'entourage. Oui, elle a stoppé quelque chose en lien avec le pétrole, mais jamais c'est la réunion. C'est pour ça qu'elle a été. Les gens qui sortent par là. La plus. Oui. En fait, c'est qu'elle a essayé d'arrêter en Guyane. En Guyane, voilà. Et là, oui, bien sûr, elle est arrivée, elle a stoppé l'autoroute. De chaîne en Guyane. Elle s'est dit, je pense que c'était pour elle un coup d'effet. Excusez-moi, je passe vers vous. Elle s'est dit, si j'arrive à arrêter le truc en Guyane comme ça, machin, peut-être que ça passera après en France. Et ben non, ils vont arrêter net. Et Delphine Bateau, son directeur de cabinet, c'est quand même un type qui est la latérale et qui est. Je te laisse fermer là, hein. Moi je vais monter déjà. Des raisons, à mon avis, c'est. Ah, il y a l'ordi à prendre. Énorme. Du Nord, on peut aller chez eux, ou à Vitel. Attendez. C'est pas possible. Comment il y a un intérêt D'accord, quoi? On va tous sortir par là. Sûr, comme aux États-Unis. En Angleterre, ils vont monter combien?
restée au gouvernement 15 jours, parce qu'elle avait interdit l'exploration en Guyane. Et vous dites que vous restez au Guyane, en Guyane, la vraie Guyane. Et les autres, ils ont hop, en avant. Les lobbies sont intervenus immédiatement. Ah, bien sûr. L'Asie judiciaire est très difficile. Et bien, c'est formidable. Voilà, c'est où maintenant, c'est comme ça. Voilà. Le train d'Israël. Oui, un ancien presbytère qui a été réhabilité. Qui fait, je sais pas, faut 40 mètres carrés.